On avait déjà travaillé avec Philippe Drouillet, enfin on lui avait demandé de faire la pochette de notre disque précédent, Livity sur Versatile. On connaissait déjà son travail pour la musique, il avait déjà fait pas mal de pochettes de disques et on s'est dit bah tiens, on aimerait bien aussi avoir une pochette de Philippe. On lui a fait écouter la musique, il a dit que c'était à chier, on lui a dit bah, que les dessins étaient à chier aussi et puis voilà, c'était parti. Non mais je crois qu'il a aimé la musique, on a renouvelé l'expérience pour notre nouveau disque, Vive Obis, et quand on a une proposition à la Philharmonie dans le cadre de ce sujet des cités fantastiques, on s'est dit que ça serait l'occasion de faire ce projet sur les images avec le travail de Philippe qui correspond un peu à ça. A priori, il y a pas mal de cités fantastiques dans son travail. C'est comme ça que le projet est né avec son assistant aussi qui s'appelle Dimitri Avramoglou, qui a dessiné une grande partie aussi du dernier Drouillet qui s'appelle Babel, qui est sorti sur Glénat il y a 1 an ou 2 déjà. Ouais. La mayonnaise a bien prise, on s'est tous très bien entendus et on a continué à évoquer la possibilité de travailler ensemble et les zombies sont revenus vers nous pour nous proposer de faire un habillage complet d'un spectacle pour leur nouvel album avec toutes les sources qu'on a déjà amassées, à la fois en création et en récupération de tout le matériel richissime de l'œuvre de Philippe. Le principe du vocodeur, c'est qu'en fait les notes sont jouées au clavier. On chante les notes qui sont jouées au clavier. Donc évidemment on chante juste et ça nous permet d'harmoniser comme ça très facilement pour des gens qui ne sont pas des chanteurs classiques comme nous. C'était aussi l'intérêt de pouvoir avoir des voix puissantes, justes. C'est vraiment un outil qui permet ça, qui était intéressant aussi comme moyen de faire les choses. On possède tous d'une marque différente, de générations différentes. On a trouvé comment les relier. Et après, en fait, on a chacun notre registre, on va dire, vocal. On essaye de... Et le mélange des trois donne finalement un son unique. Les notes aiguës, harmoniques, si j'en... Ah, là on entend un peu de grave. Ah, si j'enlève ça. Ah, on n'a plus les notes graves. Là elle est toute seule. C'est octave et après tu as tierce 15 voilà, autour. Ouais. Là c'est encore plus grave. Basse. Ouais. Bass. C'est mystérieux quand même leur truc. Et ça date de quand? Ça c'est des années 80. Ouais. Début 80 je pense. Là ce qui change c'est surtout les vocodeurs. Quoi, Ouais. Ouais. L'identité zombie est assez... les rototomes sont importants, les percussions, la batterie, les claviers, Étienne garde quand même certains claviers importants pour zombie quoi, on change pas. Il y a vraiment des instruments qui sont toujours là depuis le début, quoi. Comme la boîte à rythme, le Roland 808, le SH101 pour le clavier qui fait les séquenceurs, qui sont un peu la base du son de zombie. Ça, c'est des choses qui sont là depuis toujours et qui n'ont pas changé, quoi, par exemple. Super, NJ, bien ouais.
Ouais, super. Puis là, on laisse bien le délai traîner. Ça vous va les voix qui comme ça? Ça vous va les voix qui comme ça? War is coming. 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 Can you hear it? J'ai commencé dans les fins des années 60 par le light show, ce qu'on appelait le light show psychédélique, c'est-à-dire les projections avec des liquides sur un écran, sur les musiciens, ce qui se faisait vraiment à l'époque. Parler d'art psychédélique, oui, il y a eu des peintres psychédéliques, absolument, il y a eu des cinéastes psychédéliques aussi. Pour le light show, je préfère parler d'expérience psychédélique. On parle d'expérience sous... Donc voilà, je préfère, c'est plus une expérience que de l'art psychédélique. Et moi, je ne me considère pas comme artiste, je me considère comme artisan de la lumière. Tu peux laisser des huiles colorées à ce moment-là circuler dans le blanc. Non, dans le blanc, ça passera. Dans le blanc, ça passera pas. Non, mais par contre, en lumière, juste en lumière, t'as vu les faisceaux là? Oui. Qui partent, paf. On peut les laisser en blanc, et à la fin, rouge, et on laisse la scène en rouge. Oui, très bien. On les laisse allumer. Mais très bien, mais à ce moment-là, moi je fais disparaître ce truc. Bah non, tu peux le faire apparaître. Non, oui, non, mais je peux continuer à le fondre très très doucement au profit de celui qui est derrière, qui prend très bien le rouge. Si tu veux. On a discuté ensemble des possibilités de mouvement de caméra dans un plan, par exemple. Une grande image verticale, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que Philippe, il a des planches de bande dessinée, dans lesquelles les verticales sont souvent très très présentes. Et nous, on est sur un format d'écran à l'horizontale. Il faut faire tenir tous ces grands décors et les exploiter en se baladant à l'intérieur, donc où faire les coupes, etc. Donc il y a tout un travail de sélection qu'on a fait tous les deux. Et puis ensuite, moi, je me suis mis au boulot pour monter des plans et construire un storyboard avec tout ça, que je lui soumettais, voilà, dont on parlait, et puis un ensemble de créations. Il fallait apporter des choses pour le lancement du spectacle, donc ça c'est de la pure création pour le coup, c'est-à-dire des fonds spatiaux qui déroulent en permanence, avec des planètes qui circulent dessus, toutes les récupérations de ces éléments de l'expo au Cosmos, avec ces grands totems qui se baladent dans l'espace, et puis ce petit vaisseau avec quelques plans de coupe que j'ai prévus de l'intérieur du cockpit avec ce personnage qu'on trouve aux commandes de ce truc-là. Donc là, c'était ce qui était vraiment à créer pour le spectacle. Et puis ensuite, harmoniser l'ensemble, en gros, en faisant du travail d'étalonnage en fait sur les images de Philippe, les glissements du noir et blanc à la couleur, et puis toutes les possibilités qu'offre maintenant le light show de François par-dessus, justement en variation colorée à l'intérieur des images, et donc les faire vivre différemment de la façon dont elles existent dans les planches, apporter vraiment quelque chose de nouveau, à la fois avec le mouvement, et puis surtout avec tout le travail qu'on peut faire en animant la couleur à l'intérieur des dessins. On n'a pas les moyens de faire un film, mais l'idée c'est vraiment de créer un espèce de voyage. Là, le vaisseau qui se barre, tout. Oui, il faudrait que tu aies des bâtons en fait, qui viennent, ils partent comme ça droit, enfin pas tout à fait droit, de scène, et ils font dans le public. Par en haut. Techniquement, c'est de la transparence. C'est-à-dire qu'on a une source lumineuse qui va être un projecteur avec une focale, c'est-à-dire qu'on va projeter des images qui vont venir de récipients transparents, donc soit les coupelles ou des verres de pétri. Ça, c'est valable pour ce qu'on appelle les rétroprojecteurs, le plus vieux truc de l'école, la table lumineuse puissante avec le miroir et l'objectif. Et après, on a aussi d'autres projecteurs où on va mettre des plaques, où on va mettre des liquides entre, et avec la chaleur du projecteur ou une autre chaleur, vont commencer à bouger. Le but, c'est de faire des tableaux d'images qui vont avec la musique.
Et effectivement, avec les Que ce soit rétroprojecteurs, vivant, que ce soit on live. peut amener, on peut, en bougeant, manuellement, on accompagne. Et pour revenir un peu sur le côté visuel du spectacle, qui est très branché quand même SF, est-ce que c'est un lien direct pour vous? Il y a toujours eu une trame SF dans le fait d'utiliser des synthés? Même au niveau des sons, les premiers synthétiseurs, ils ont tout de suite été utilisés dans les films de science-fiction. Hein. Ouais. Ça évoque voilà, une espèce de son futuriste. Oui, l'ARP 2600 qui était pas mal utilisé pour Star Wars, enfin des synthés comme ça qui sont un peu emblématiques et qui ont fait plein de musique de science-fiction. Puis nous, on a grandi à cette époque-là. Enfin, quand on était gamin à la fin des années 70. On a baigné dedans. Ouais, je pense que c'est les gros films de science-fiction de l'époque qui baignaient notre imaginaire. C'était cette époque-là, quoi. Et l'univers de Drouillet, bah, c'est cette époque-là aussi. Metal Hurlant, c'est fin 70, début 80. Moi, j'étais un peu petit à l'époque pour lire ça. J'ai découvert plus tard, mais c'est vrai que c'était notre époque, quoi. C'est plaisant de pouvoir travailler encore avec ces personnes-là, quoi. Même si Philippe est maintenant quelqu'un d'âgé, c'est toujours un plaisir de pouvoir encore partager des choses. Il semble être tout aussi jeune dans sa tête, malgré l'âge.